Nous avons vu précédemment que le modèle SIR, qui est un modèle très simple, permettant de reproduire à peu près correctement ce qui se passe lors d'une épidémie se propageant rapidement dans une population. Ce modèle s'applique bien à des agents infectieux comme le virus de la grippe, du rhume, pour ne citer que ceux-ci. Tous ces virus se propagent rapidement car l'ensemble de la population susceptible est exposée en un laps de temps de quelques semaines, voire de quelques mois. Entre la date de début de l'introduction de l'agent infectieux et la fin de l'épidémie, on considère raisonnablement que la population change peu. Quand on dit « change peu », cela veut dire qu'on néglige certains aspects comme les morts naturelles, les naissances, l'immigration, l'émigration. Bref, tous ces phénomènes démographiques qui ont lieu naturellement dans une population. Cependant, on sait bien que c'est une simplification de la réalité. Et cette réalité nous rattrape assez vite. Si on observe une courbe épidémique, et notamment ce qui se passe après la première vague, celle au cours de laquelle l'ensemble de la population est possiblement exposée, on se rend compte que l'agent infectieux continue de circuler, de nouveaux cas apparaissent périodiquement. Pourquoi ? Eh bien parce que la population de susceptibles a changé entre-temps. Quels sont les changements qui ont pu avoir lieu ? Comme mentionné précédemment, il y a pu y avoir des naissances, des morts, des immigrants qui se sont rajoutés à la population, des émigrants qui en sont partis. Il a pu aussi se passer un processus bien connu des infectiologues et immunologues. Les personnes qui ont été infectées et qui se sont retrouvées protégées d'une réinfection pendant quelque temps ont perdu leur immunité. Ils sont redevenus des individus S sensibles. Tous ces phénomènes peuvent être mis bout à bout et modélisés dans une population. Ceci nous permet de créer un modèle mathématique capable de reproduire des dynamiques de transmission de l'agent infectieux observées après la première vague. Plongeons un peu plus en profondeur dans ce nouveau type de modèle. Dans ce schéma que nous avons vu dans la capsule précédente, nous rajoutons un processus. La mortalité naturelle des individus. Ceci est représenté par une flèche sortante. De plus, nous avons considéré que la population est stable, donc que le flux de mortalité de chaque compartiment, S, I et R, est compensé par des flux de naissance équivalents dans le compartiment S. Nous avons en effet considéré que les jeunes naissent sans infection et sans résistance. Ils sont donc tous sensibles. C'est la raison pour laquelle chaque flux de mortalité est compensé par un flux de naissance entrant dans le compartiment S. Les relations d'équivalence entre les flux de mortalité et de naissance sont représentées par une droite en tiret. Les flux de mortalité des compartiments infectieux, résistants et sensibles sont respectivement proportionnels aux compartiments infectieux, résistants et sensibles. Le taux de mortalité étant égal à mu pour l'ensemble de la population, les flux de mortalité des compartiments infectieux, résistants et sensibles sont respectivement égaux à mu i, mu r et mu s. Un autre processus est rajouté, un flux perte d'immunité des R. Il est proportionnel au nombre de résistants R, et comme le taux de perte d'immunité est égal à sigma, le flux de perte d'immunité est égal à sigma R. Ce nouveau type de modèle est appelé SIRS. La dernière lettre rajoutée à ce nouvel acronyme fait référence au fait que certains individus initialement R, résistants, peuvent redevenir S sensibles. En simulant une épidémie avec ce nouveau modèle, voici le type de courbe que l'on est capable de reproduire. Sur l'axe des abscisses, le temps est en jours, et sur l'axe des ordonnées sont représentés des effectifs dans les différents compartiments. Dans les 30 premiers jours, on retrouve la partie épisode épidémique, décrite précédemment. Après cette période, on atteint une période intermédiaire qui aboutit après le 50e jour à la partie endémique de ces courbes. Si on s'intéresse à cette partie endémique, on observe des oscillations de plus en plus faibles dans les 3 compartiments principaux du modèle R, I et S.
Ces oscillations n'apparaissent pas au hasard. Elles racontent une histoire cohérente qui est celle du renouvellement de la population exposée par des naissances, des mortalités et par de la perte d'immunité des individus dans le compartiment R. Quand le nombre d'individus dans le compartiment R diminue, perte d'immunité ou renouvellement de la population, la taille de la population S réaugmente à nouveau. Quand un nombre suffisant d'individus sensibles S est atteint, les conditions sont à nouveau adéquates pour l'apparition d'une nouvelle petite vague épidémique. En effet, durant tout ce temps, l'agent infectieux n'a jamais disparu de la population. Cela se voit avec l'augmentation des individus dans le compartiment I. Les nouveaux individus I, responsables de cette deuxième vague épidémique, proviennent du compartiment S, dont la taille diminue à nouveau. Et une fois la période infectieuse écoulée, rejoignent le compartiment R, dont l'effectif réaugmente à nouveau. Ainsi de suite, plusieurs vagues peuvent apparaître successivement dans la population. En épidémiologie, on fait référence à une situation endémique, qui se termine par un équilibre endémique où les flux entre les compartiments se compensent. L'équilibre endémique est une situation où la taille des compartiments reste constante, mais avant d'atteindre cet équilibre, on observe des oscillations s'amortissant dans le temps. L'équilibre endémique dépend des caractéristiques de l'agent infectieux et de celles de la population, durée de la période infectieuse et taux de contact. Toutefois, cet équilibre endémique reste théorique, car dans la réalité, d'autres phénomènes interviennent toujours, comme la saisonnalité des mouvements des individus, 3 petits points. Avec ce modèle très simple, on est malgré tout capable, pour le même agent infectieux, de décrire une vague épidémique et un équilibre endémique, ainsi que la transition entre ces deux situations. Ce qui va pouvoir nous aider à évaluer l'impact que pourraient avoir des mesures de contrôle sur la transmission de cet agent infectieux selon la phase épidémique dans laquelle on se trouve.